chez Dervy. Pourquoi les francs-maçons veulent-ils reconstruire le temple? Alors, ma première question, c'est, j'ai trouvé ça original. Vous avez posé cette question à ChatGPT. Et ChatGPT a donné deux décodages différents selon que la question était en français ou en anglais. Alors, pourquoi ces deux réponses différentes? Aujourd'hui, il y a un moyen qui peut vous donner une réponse qui est l'intelligence artificielle, mais attention, cette intelligence artificielle est relativement subversive, puisque si la question est posée en français, nous n'avons que quelques lignes de réponse, mais par contre, si elle est posée en anglais, elle est beaucoup plus longue et prolixe. Le problème étant que, bien évidemment, c'est à la lecture de l'ouvrage que je propose, s'ils veulent pousser la réflexion plus loin, qu'il faut aller pour savoir pourquoi les francs-maçons veulent-ils euh, reconstruire le temple, et qu'il vaut mieux se fier à la lecture et pourquoi pas à la bibliographie qui est aussi recommandée en fin d'ouvrage, puisqu'il y a aussi une cytographie, donc des endroits où les frères, les sœurs, nos amis non-maçons peuvent trouver des éléments de réponse à cette fameuse question. Composition du premier temple. On parle, vous écrivez, Salomon fit appel à des anges et des démons et fit tailler les pierres par le chamir, verre ou substance qui taille, coupe le métal et le diamant. Alors, est-ce que Salomon avait une technologie d'avant-garde? Ce qui est intéressant, c'est surtout le dictionnaire du judaïsme. Et pour tout vous avouer, le dictionnaire du judaïsme, c'est le premier compte-rendu de lecture que j'ai fait étant jeune maçon au début des années 90. Alors ce chamir, c'est effectivement un verre légendaire, une substance qui avait le pouvoir de couper ou de désintégrer la pierre, le fer, voire le diamant. Donc c'est en quelque sorte peut-être une substance divine qui permit, selon la légende, à Salomon de bâtir le temple, puisqu'il est vrai que, alors que dans la construction du second temple, nous avons souvent la représentation d'une épée et comment dirais-je, d'une truelle, un dans chaque main, et bien là, sur le premier temple, le temple du roi Salomon, dont nous n'avons aucune preuve de l'existence archéologique à ce jour, eh bien, ce serait le Shamir qui aurait aidé les anges, selon la légende, à construire le dit temple, qui reste la maison du sanctuaire et le centre du culte sacrificiel pour les Hébreux et comment, le monument majeur dans la tradition hébraïque. D'après vous, quel est le lieu du temple le plus important et quel est le symbole numéro un du temple? Il y a il y a le porche, le Oulam, que tout le monde connaît, qui comportait bien évidemment les deux célèbres piliers. Il y a aussi le sanctuaire, hein, le Hécal. Mais pour moi, à mes yeux, je pense qu'au regard aussi des autres, de nos frères, de nos sœurs, le Saint des Saints, qui est aussi appelé la maison intérieure, est le symbole le plus important, le lieu le plus important du sanctuaire, du temple du roi Salomon ou du temple de Jérusalem. Eh bien, le Saint des Saints, parce qu'il renfermait l'Arche d'Alliance, me semble être le lieu principal du temple, une arche d'alliance, comment dirais-je, qui renfermait bien évidemment les tables brisées par Moïse à la descente du mont Sinaï, et puis les secondes tables données par Dieu à Moïse. C'est d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, puisqu'on parle du temple de Jérusalem. Quand Titus détruisit le temple en 70 après Jésus-Christ, eh bien, souvenons-nous qu'il y a à Rome, sur l'arche de Titus, cet enlèvement, ce rapt quasiment de l'arche d'alliance, de la menorah et des autres objets sacrés du temple par les Romains qui l'amenèrent, mais on ne sait où, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve encore l'arche d'alliance. Mais je dois vous avouer que dans un Que sais-je paru, je crois, dans la seconde partie des années 40, je me demande si d'ailleurs ce n'est pas le numéro 7 traitant d'électricité, il avait été à l'époque interdit à la vente parce qu'il spécifiait quels étaient les pouvoirs de l'Arche d'Alliance, pour voir qu'on pourrait retrouver, puisque c'est un petit peu la mode en ce moment avec Indiana Jones dans son premier film. Eh bien, l'Arche d'Alliance avait, semble-t-il, de véritables pouvoirs magnétiques, électromagnétiques, électriques, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une synthèse qui nous permettrait de penser que finalement ces descriptions du temple se seraient appuyées sur une maquette
du XVIIIe siècle de Rabbi Jacob Judas Léon d'Amsterdam. Ah, alors ce rabbi d'Amsterdam, c'est dont la famille est d'origine portugaise, a été l'un des premiers à proposer une maquette. Alors, Rabbi Jacob Léon est très important puisque dans Ayman Rezon, en quelque sorte, les constitutions de la Grande Loge des Anciens, Laurence Dermotte, qui était grand secrétaire de la Grande Loge des Anciens, aurait, paraît-il, pris un dessin de ce célèbre rabbi pour en faire le blason de sa Grande Loge des Anciens, qui aurait été repris pour partie dans celui, en 1813, de la Grande Loge unie d'Angleterre. Alors, ce rabbi, qui était quelqu'un de très, très érudit, n'a pas voulu s'arrêter à la vision d'Ézéchiel du temple et a voulu lui-même forger, non, puisqu'elle était on ne sait si elle était en bois oui, sûrement en bois, une maquette, et il a fait un petit peu le tour de l'Europe. Au XVIIe siècle, il a amené en France, à Berlin, enfin à Paris, à Berlin, il a aussi amené à Londres, et les maçons, les premiers maçons anglais, puisqu'elle est restée un certain nombre d'années, ont fait la découverte de ce qu'était la figuration du temple de Jérusalem, plutôt que de rester dans des dessins approximatifs qui n'étaient fruits que de l'imagination. Là, ce rabbi a posé. D'ailleurs, il a écrit d'autres ouvrages sur la menorah, d'autres ustensiles du temple, à la fois en portugais, mais qui ont été aussi traduits en anglais. Et c'est toute l'importance de cette première préfiguration du temple. Alors, ce qu'en disent les rituels, alors aujourd'hui, on compte en France, sur le territoire métropolitain puis ultramarin, plus de 200 grandes loges et sans doute plus de 50 rituels. Donc, dans mon ouvrage, j'ai voulu synthétiser que 8 rituels qui me semblaient les plus importants et les plus pratiqués: le rite écossais rectifié, le rite émulation ou l'émulation working, ou le rite rite d'union dit émulation, le rite écossais, bien évidemment, le rite écossais ancien et accepté, le rite français, le rite York, le standard d'Écosse, mais aussi le rite de Memphis-Misraïm, et puis le rite opératif de Salomon, puisque c'est l'un des rares rites créés au cours de notre XXe siècle. Les Anglais les appellent le side degree et nous les appelons les hauts grades. Est-ce que ces hauts grades et ces side degree sont-ils des compléments, sont-ils des compléments ou sont-ils indispensables à la reconstruction du temple? Le parcours maçonnique s'effectue généralement en 3 degrés, ou grades: apprenti, compagnon et maître. Ceux et celles qui le désirent peuvent bien évidemment continuer leur parcours vers soit des loges de perfection, comme c'est le cas au rite écossais ancien et accepté, soit des ordres de sagesse, pour ce qui est du rite français. Et puis, il faut reconnaître la spécificité du rite écossais rectifié, qui lui propose un 4e grade, qui généralement n'est pas souché sur l'obédience qui agit sur les 3 grades bleus, mais dépend d'une juridiction amie et qui offre le grade de maître écossais de Saint-André, qui est un 4e grade qui termine et achève l'initiation maçonnique. Voilà pour ce qui peut être compris des grades ou des degrés à pratiquer après la maîtrise. Mais il y a chez les Anglais une spécificité qui fait qu'ils intègrent ce que l'on appelle un side degree, un degré d'à côté, qui s'appelle l'arche royale. Et cette arche royale, qui est pratiquée aussi en France, mais au sein de juridictions amies, traite essentiellement de la reconstruction du second temple, après la destruction par Nabuchodonosor, lorsqu'il a envahi et détruit Jérusalem, qu'il a amené les Juifs en captivité à Babylone. Quand ils ont pu revenir, ils se sont attachés à construire ce second temple qui est absolument important pour les maçons, puisque c'est Hérode qui après s'est appuyé sur les fondations de ce second temple, qui lui déjà, soi-disant, s'appuyait sur les fondations du premier temple de roi Salomon, dont nous avons tout à l'heure parlé. Eh bien, il en reste le mur des lamentations, et l'arche royale est peut-être le degré qui parle le mieux
de cette reconstruction du temple, mais tous les grades dits de perfection parlent bien évidemment de la reconstruction du temple, une reconstruction qui se fait à l'aide, je l'ai dit tout à l'heure, parfois de l'épée d'une main et de la truelle de l'autre. Quelle raison d'actualité invite les francs-maçons à reconstruire? Construire, c'est bien beau. Construire pour soi, se construire soi-même, c'est une très belle chose. Encore faut-il, et là, tous les rituels que nous avons évoqués, ou les rites que nous avons évoqués à l'instant, amènent le maçon à porter parmi les autres hommes, alors quand j'emploie le terme homme, c'est aussi les femmes, nos sœurs et nos frères en humanité, à porter les valeurs dont nous avons juré de donner l'exemple. Alors pour certaines de ces valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, une devise qui est reprise par bon nombre d'obédience. Pour d'autres, ce sont des valeurs acquises. Par exemple, le rite écossais rectifié offre à celui qui entreprend la démarche et qui est sur le chemin une approche tout à fait intéressante, puisque les outils qui sont donnés aux maçons, ce sont les vertus cardinales et les vertus théologales. Donc, le maçon, fort de ses outils, peut, après s'être construit, essayer de changer le monde. Mais vous l'avez dit, mon cher Jacques, le monde aujourd'hui est chamboulé. Nous avons vécu une période dramatique avec cette pandémie. Il faut savoir que très peu de périodes de l'histoire, à part sous des dictatures noires, fascistes, nazis, des dictatures rouges, communistes, pendant la Révolution aussi, les loges ont été obligées de fermer. Et bien, cette période de pandémie a fait que les maçons se sont peut-être recentrés sur eux-mêmes, ont compris tout l'enjeu qu'il y avait, malheureusement, à ne plus se voir. Les Français sont assez tactiles, ils aiment bien s'embrasser, ils aiment bien être ensemble, ils aiment bien partager le repas, le banquet, la guêpe. Eh bien, ils se sont peut-être rendus compte que les valeurs étaient en complète déliquescence, les valeurs à la fois des principes républicains, avec la célèbre devise que je viens de citer, mais qu'aussi il y avait un obscurantisme qui montait de plus en plus dans notre société, mais pas seulement que dans notre société en France, mais peut-être un peu partout en Europe. Et les, comment dirais-je, les Français, les maçons se sont sentis peut-être attaqués et ils veulent sans doute reconstruire le temple et rebâtir non pas forcément une nouvelle société, mais mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans les loges pour essayer d'aller de l'avant et de faire partager cet idéal qu'on leur demande finalement de mettre en œuvre. C'est, vous l'avez dit, la solidarité, c'est aussi la défense de la laïcité. On a vu que la loi de 1905 est souvent attaquée, voire prend des coups de canif de plus en plus d'ailleurs, et certains maçons montent au créneau pour défendre ces principes qui font notre ADN du peuple français et de la France. Lionel Guernauti, merci pour ces réponses. Bravo pour cet ouvrage qui nous propose de reconstruire, c'est-à-dire de relancer les valeurs de tolérance et d'exemplarité pour un monde plus fraternel. Merci Lionel. Merci Jacques. À bientôt. Au revoir, à bientôt.